Salut Massilia, salut, bienvenue au live Culture du mardi. Et maintenant, c'est 21h. Je viens juste de faire un petit tweet, donc j'attends un petit peu, et puis on commence, donc 21h. Ça sera 21h02, voilà, allez tout de suite. Ah bah ça c'est top si t'es content. Moi aussi je suis content. Parce qu'Hokusai c'est quand même très très cool. C'est très cool et puis je trouve qu'il y a toujours plein de choses à dire. Alors on va commencer. On va mettre un truc plus cool en musique. Et puis on va partir là-dessus sur ce live sur Hokusai et ces fameuses 36 vues. Du mont Fuji 36 vues que on connaît tous hein. C'est vrai que moi personnellement je les connais, mais enfin je les connais. Toujours un plaisir de les redécouvrir. Et je trouve que c'est la force de cette série qui est assez impressionnante parce que c'est une série qui passe les années quoi. Et puis clairement, je pense que c'est indémodable en fait. Ça peut être une Madeleine de Proust pour certains, ça peut être une découverte pour d'autres. Voilà, je trouve que cette série d'estampes, elle est incroyable. Donc, parti. Un truc. Je vérifie juste que le live est bon. Normalement, il est bon. Mais surtout le live sur le bon écran, ça c'est ça qui est important. Tac. Tac. Un poil fort lasique? Ah oui, ok. Là, je vais me mettre
vais me mettre, moi, en vidéo. Qu'est-ce que j'ai augmenté? Bien le bonsoir, toujours loin. On va mettre déjà la musique, c'est parce que quand je stream du jeu, je vais faire un peu de Diablo hein, de toute façon après, je crois que j'ai augmenté le volume. Normalement, là, c'est mieux. Normalement, c'est mieux. Et maintenant, je vais me zoomer sur ma tête. Je sais aussi ce sera mieux. Même si ma tête, là, pour le coup, c'est pas si important que ça. Mais au moins, c'est mieux. Est-ce qu'en termes de musique, c'est mieux? Merci. Et ben en fait, c'est parce que tout simplement, quand je stream plutôt du jeu, en mode gaming... Ah oui, je me dis, je suis un peu rouge, mais forcément, j'ai mes lumières juste à côté, donc forcément. J'avais un peu la tête rouge quand je stream du jeu. Le front manque de brillance. Pas bien, hein. Bah, c'est bien, non? C'est bien. Une fois, je... Par contre, j'ai pas plus de cheveux, ça, malheureusement. C'est comme ça. Ce qui me gêne absolument pas, d'ailleurs. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée, Massilia. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live culture avec un K. On est ça. Tout ça. Ouais, alors on parle du crâne, hein, si. Oui, on va illustrer. Non, arrête. Tu brilles comme comme un kaki au soleil, là. Alors, non, avant de présenter ma slide, je présente juste l'histoire. Je vais manger le micro, par contre. L'histoire de mes live culture. Bon, Massilia, tu es un habitué. Déjà, je vais les faire désormais à 21h. Je pense que c'est un bon horaire. Si vous tombez là, vous inquiétez pas, je vous emmène pas sur 3 heures de conférence. Voilà. Sur un OnlyFans, on verra un OnlyFans plus tard. L'idée, c'est de faire donc un point culture avec un cas. Vous inquiétez pas, je vous noie pas dans l'information. Prise de chou, on se fait plaisir. Hein. C'est vrai que le culture peut faire peur. Salut Kailana, j'espère que tu vas bien. Je disais que je prends donc les lives maintenant, horaire de live 21h. Hein. J'ai l'impression que ça est quand même plus pratique pour tout le monde. Et puis voilà. Certains me mettent sur leur télé, je ne citerai pas les certains. Donc forcément, voilà, pendant le repas, si vous mangez, eh bien bon appétit. Si vous avez terminé, eh bien bonne digestion. En tout cas, voilà, donc les lives, je ferai maintenant les lives à 21h, sauf les lives le midi pour tout ce qui va être sorti. C'est plus pratique, bah voilà, t'es pas en tout cas la première personne à me le dire, donc et ben voilà, je suis incroyable dans la télé de la chambre. Alors voilà, attention, plein écran, je ne me mettrai pas en plein écran. Enfin voilà, bref, sujet du jour, la série des 36 vues du mont Fuji par Monsieur Okusai. Donc si vous tombez sur ce live, sachez que je parle art japonais, art coréen, et je fais des focus comme ça sur des œuvres d'art, sur des thèmes, sur des artistes, sur les légendes. Jeudi, petite parenthèse, jeudi. Qu'est-ce qu'on fait jeudi? On fait une petite légende. Il y en a certains qui vont suivre. Donc tiens, je vais pas le dire. Pour aller voir le programme. Mais ça c'est jeudi. Aujourd'hui, on parle des 36 vues du mont Fuji. Si vous tombez là, vous inquiétez pas, je vous emmène pas sur 3 heures de conférence. C'est quoi, 45 minutes, 1 heure, c'est cool. Et surtout, le but, c'est de vous présenter à chaque fois je dirais des sujets et évidemment de répondre à toutes vos questions. Ouf, j'ai ma petite image qui a mangé le texte, vous m'en voudrez pas. Hein. De toute façon, je vais me faire taper dessus si... Pareil, je vais pas décaler mon image là, pour le texte. C'est bien fait pour moi, j'avais calé mon texte comme il faut. Cette petite image, ça vous donne déjà un aperçu justement donc de ces fameuses vues du mont Fuji, donc, que vous connaissez très probablement parce que vous en avez vu une grande sur laquelle déjà j'avais fait une vidéo. Et ça, je vais évidemment en parler. Déjà, c'est une série qui a été faite par Okusai. Okusai,
grand artiste, je vais faire une petite slide sur lui juste après. Évidemment, artiste, je pense qu'on peut dire artiste numéro 1, number one de l'estampe japonaise, hein, traditionnelle. Hokusai, je ferai peut-être une vidéo si ça se intéresse, peut-être plus tard, peut-être en 2024, vraiment sur la vie d'Hokusai, en sachant qu'il y a eu son film, je vais en parler aussi. Donc je vais pas trop détailler le parcours d'Hokusai, je reste focus sur ce sujet qui est les 36 vues du Mont Fuji, qui ont été faits au 19e, ça a été produit, comme je l'ai mis ici, entre 1830 et 1832 pour cette première série. Ça c'est très précis, on le sait, voilà, puisque ça a été édité chez un très grand éditeur à l'époque d'estampes, puisque les estampes étaient éditées comme les livres, et c'était Nishimura Yohachi qui est un des éditeurs, Nishimura, éditeur de l'époque. Il faut imaginer que les estampes, voilà, les artistes créaient leurs estampes, et ensuite c'était édité pour pouvoir être repris, et d'ailleurs c'est l'éditeur qui a conservé en fait les bois. C'est notamment comme ça d'ailleurs que certaines expositions ont pu être oui, je vais en parler un peu du film après. C'est pour ça d'ailleurs que certaines estampes Hiroshige et autres ont pu être refaites, rééditées, ont pu être présentées parce que justement les éditeurs ont gardé les bois qui permettaient de fabriquer les estampes. Donc c'est en même temps, heureusement je dirais qu'il y a eu des éditeurs à l'époque pour pouvoir c'est un peu diffuser finalement les estampes de ces artistes. Donc Hokusai, à l'époque, donc je rappelle, 1832, c'est un monsieur qui était en fin de carrière, hein, il avait plus de 70 ballets, puisqu'il est né en 1760. Donc il s'est dit, je vais faire une série, il n'a pas fait que ça, encore une fois je ferai peut-être une vidéo sur Hokusai, il n'a pas fait que ça, mais il est quand même connu, très connu, juste pour ça, pour cette fameuse série de Mont Fuji. Alors le Mont Fuji, il faut juste préciser ce que je vous ai mis en gras là pour vous retenir un petit mot, quand même un mot technique. Ne vous inquiétez pas, justement, je fais exprès de pas trop parler de mots du jargon japonisant, mais juste retenez un truc, c'est que ce genre en fait d'images de nature sous différentes perspectives, ça s'appelle le Meisho-e. C'est quelque chose, je vais juste changer un peu la musique, c'est en tout cas un genre dans l'image, comme nous il y a eu des genres dans la peinture, hein, qui avait pour objectif justement de montrer des images de lieux célèbres et surtout de montrer, comme je mets ici, que la nature qu'on présente, en l'occurrence le Fuji, a une vie. C'est pas juste une montagne, un volcan, un élément qui est fixé, point barre et qui bouge pas. Au contraire, c'est de la nature, ça vit. Donc tout ça, évidemment, ça prend naissance dans la culture japonaise, la vie, la mort, l'impermanence, etc., etc. Mais c'est un sujet d'ailleurs sans fin, hein, je pense. Mais c'est vrai que dans ce genre, la particularité, c'est justement ça. C'est de prendre plaisir, l'artiste prend plaisir à montrer sous toutes les facettes, finalement, ce lieu. Et en l'occurrence, donc il n'y a pas eu que le Fuji, hein, il y a eu d'autres lieux japonais, mais c'est vrai que le Torii, par exemple, la Porte Rouge, le Fuji, en fait partie, et c'est cette fameuse série des 36 vues qui, pour moi, est la meilleure série clairement du genre. Pas photo. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis là pour ça en cours de route, et si vous n'avez pas de questions à tout de suite, mais après, sachez que je le mets toujours en replay. Je laisse les replays accessibles. Je fais pas de sub, ce serait, je trouve, mal... ça c'est la grosse parenthèse, mais ce serait malvenu de limiter mes vidéos que je fais au sub. Si vous voulez me donner quelques cafés de petits euros, évidemment, s'il vous plaît, c'est quand vous voulez. Les grands, ça, chacun fait ce qu'il veut. Mais mon but, c'est vraiment ça, pour partager les sites. Donc, il n'y aura pas de... Je précise, hein, parce qu'il y a un peu une tendance de temps en temps à mettre des lives, des replays, machin, juste pour les subs. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est disponible. C'est disponible sur Twitch et c'est disponible sur YouTube, puisque Twitch est limité à 2 mois. Je ferme, comme d'habitude, ma parenthèse, je fais souvent des parenthèses. Donc Hokusai, je vous ai remis ces petites dates, c'est 1760-1849. Donc comme je disais, là il avait 70 ans quand il a fait cette série. Ok, donc il n'était pas au début de sa carrière, tout au contraire, c'est quelqu'un qui s'est construit lui-même en tant qu'artiste pendant toute sa vie. Et c'est vraiment quelque chose qu'il a produit, enfin c'est vraiment un travail mature. Et aussi, il faut le comprendre parce que c'est pas là que je vais résumer le travail d'Hokusai, mais il y a plein de choses, il y a une évolution dans son travail, et c'est vrai que en tout cas cette série,
de par les couleurs, de par le traitement, les traits, bref, l'approche même photographique de l'ensemble, je dirais, il était lui au sommet de son art, quoi. C'est aussi, il faut garder ça en tête. C'est pour ça que c'est aussi beaucoup de succès. C'est vraiment une des plus belles séries qu'elle a pu faire, en tout cas d'estampes. Évidemment, on n'a pas de photo de Hokusai, donc je vous ai mis là deux images. Alors à droite, pardon, c'est une qui est lui-même dessinée dans une série dont je vais vous parler à la fin, des 100 vues. Il n'a fait que 36 vues. Il a fait aussi 100 vues du Mont Fuji. Donc voilà, il s'est fait un autoportrait à droite et puis à gauche. Malheureusement, j'ai pas les signatures, je ne sais pas qui a fait ce portrait d'Hokusai. Vous voyez bien qu'il n'a pas tout à fait la même tête. Moi, personnellement, je me dis que c'est plutôt à droite. Il se ressemble. Bref, on est, en tout cas, si vous ne connaissez pas Hokusai, sachez qu'il se caractérise, comme j'ai mis, des lignes claires, on a des couleurs vives, beaucoup de bleu, je vais en parler, des motifs souvent répétitifs, les vagues, les petits oiseaux, etc. Donc, quand Hokusai se repère, plus vous allez en voir, plus vous allez comprendre que c'est du Hokusai. Voilà. Je ne fais pas ici une vidéo sur Hokusai, si ça vous intéresse. Je vous en parlerai. Je vous montre juste, on va éviter la pub. Vendrez votre voiture. Oui. Si je fais ça, je pense que ça va courir, parce que si je laisse la pub tourner, je pense que Twitch ne va pas être content. Donc on va laisser courir la pub. Ah, merci YouTube. Est-ce que non, bah non, je crois que j'avais une option en me disant putain, si je clique, ça me cut la pub, c'est pas grave. On fait de la pub gratos. Vous avez évidemment le film, je vous ai mis la bande-annonce ici d'Hokusai. C'est très intéressant, ne serait-ce que si vous voulez découvrir l'histoire évidemment de cet artiste, la manière dont il travaillait, de la manière dont on faisait des estampes. Et ben écoutez, je ne peux évidemment que vous conseiller le film. Bon, il est comme il est, c'est peut-être pas forcément le plus belle réalisation cinématographique, mais c'est un film qu'il faut voir si vous aimez ces estampes. Je voulais juste m'arrêter un moment dans le trailer, je vais pas me faire tout le trailer, c'est pas besoin, regarde ce qu'il met, pas besoin de jolies phrases pour apprécier un tableau, primo, une belle estampe, et il a peint ce qu'il ressentait. Vous voyez ce que je veux dire? Il a peint ce qu'il ressentait, et justement dans ce trailer, c'est quand il parle justement de Fuji, du tout, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un, tout le monde va le reconnaître, on parle du Fuji, tout le monde reconnaît le lieu, simplement il va le traiter avec son regard, avec son ressenti à lui. Et c'est ça qui est assez intéressant, puisque même si dans le cadre, en tout cas dans la création d'estampes, évidemment c'est comme une photo, le but il a voulu représenter quelque chose qui est tout de suite compréhensible par tout le monde, mais dans le traitement de l'image même, il a, je dirais, voulu aussi faire, bah voilà, là je trouve que c'est ça, le ressenti là il est bien, que le spectateur d'époque, il est ce regard-là. Je vous laisse regarder le trailer. Pour trouver le film, effectivement, je crois qu'en salle, bah, il passe plus du tout. Il me semble qu'il est sorti, mais au Japon. Je m'étais posé la question pour en prendre quelques-uns. Le problème, c'est que c'est doublé. Il faut que je vois si c'est du doublage en anglais. Je pense que oui. Parce que je suis pas sûr que ça arrive sur les plateformes prochainement. Donc ça, si ça peut vous intéresser, je vais partir à la recherche de films comme ça. T'en avais pensé quoi, Kailana, de ce film? Je pense que tu connaissais Hokusai de toute façon, sûrement dès le départ. Mais ça t'avait plu? T'avais eu un bon ressenti ou c'était un peu ni chaud ni froid? C'est vrai que des films quand même sur des artistes japonais, on n'en a pas non plus tous les 4 matins. Donc. En tout cas, bon, moi je trouve que c'est bien parce que c'est un film, malheureusement c'est un film qui est pas resté longtemps en salle, quoi. Loupé aussi, il était assez peu diffusé, bah, même sur Paris. Hein. Et puis bon, voilà, il n'y a pas eu la... Je crois qu'ils ont fait beaucoup de promos vraiment avant, sauf qu'il est resté très peu en salle. Ça, pour moi, c'est un film, ils auraient dû le sortir genre quand c'est les beaux jours, vous savez, quand ils font les films, les cinémas un peu événements à l'extérieur.
Donc vraiment des représentations un peu particulières, quoi. On diffuse un film un peu qui sort des sentiers battus. En plus, c'est vachement accessible comme film. Enfin, je veux dire, c'est accessible. C'est un petit peu sanglotant, je crois, à certains moments, mais c'est pas grave. Lui, je connaissais des estampes, mais pas tant que ça. Donc sa vie, c'était intéressant. Voilà. Oui, bah oui, c'est ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est des artistes aussi. Les estampes, on connaît pas trop leur vie. On connaît effectivement leurs œuvres et qu'on peut d'ailleurs, on peut comprendre leur vie, on peut un peu découvrir. Oui, il y avait des pubs dans le métro, mais ça a été très court, hein, je trouve. Mais en fait, ce sont des artistes qu'on apprend à découvrir via leurs œuvres. Et c'est ça, moi, je trouve qui était bien. C'est qu'on le découvre sous un angle, non, qui était peut-être pas forcément la réalité, hein, mais au moins ça permet de s'imaginer. Et puis, je trouve qu'il ressort du trailer le ressenti, qu'est-ce qu'il a voulu transmettre. C'est exactement ça. Dans cette vue, du Mont Fuji. Je vous ai mis les vues ici, mais je vous en montre quelques-unes, coup de cœur, après. Le Mont Fuji, lui, évidemment, je vous ai mis, c'est l'icône, si vous ne connaissez pas, icône culturelle, spirituelle du Japon, pas que culturelle. Il a voulu le représenter, donc c'est le style Meishoe, sous diverses conditions météorologiques. Ça aussi, c'est important, parce que c'est pas uniquement les saisons. C'est pas uniquement représenter le Fuji jour et nuit. Il y a vraiment une volonté de représenter, je vais changer juste la petite musique, c'est vraiment de vouloir représenter le Fuji sous toutes ses facettes. Ce que je disais tout à l'heure, c'est une variété visuelle impressionnante. Et ça, je cherchais un terme pour impressionnant, mais c'est pour impressionnant, pour impressionner. Et c'est aussi toute la spécificité de cette série. Il venait d'être exposé au musée des arts asiatiques de Nice en plus. Oui. Ah oui, ça tu vois, super. D'ailleurs, j'avais échangé avec le conservateur qui m'avait dit que c'était la plus belle expo, celle qui a pu faire venir le plus de monde depuis qu'il est là, je crois, 5 ans, quelque chose comme ça, 3 ou 5 ans. Bon, voilà, c'est un artiste qui fait déplacer les foules. C'est un artiste qui, je pense plus que Hiroshige, je pense plus que les autres noms qu'on peut entendre parler d'estampes. Ça a battu tous les records, on en a parlé partout. J'espère que on en reverra, en tout cas on reverra une exposition comme ça, parce que voilà, c'est incroyable, incroyable. Donc le mont Fuji, c'est la montagne emblématique du Japon, ça je vous la refais pas, il faut comprendre aussi que c'est le symbole national. Je vous ai quand même mis, je me suis dit que vous allez sûrement me poser des questions, il fait 3776 mètres d'altitude, c'est aussi un challenge pour beaucoup de monter le mont Fuji, beaucoup d'ailleurs le déconseillent parce que 1 c'est blindé de monde, 2 c'est une sorte de... Je l'ai pas fait, je voulais le faire, je l'ai pas fait parce que j'ai tellement vu de commentaires négatifs sur le fait de monter le Fuji. Voilà, plus trop, ça avait de l'intérêt il y a quoi, il y a peut-être 20 ans. Et puis c'est une pierre qui est un peu, comment dire, qui roule sous le pied, donc c'est un peu chiant à monter en plus. Donc personnellement, je n'ai pas... peut-être que je le ferai un jour, mais c'est pas un but ultime. Personnellement, je préfère aller en bas, autour du lac, voir le Fuji, profiter de la région. C'est très sympa, plutôt que me casser la tête à essayer de le grimper. En tout cas, sachez juste qu'il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui font le voyage exprès pour grimper le Fuji. Bon, c'est-à-dire qu'on a même des gens qui c'est tellement... C'est ça, c'est l'emblème, ça représente le Japon, quoi. Il y a quand même une volonté de gravir ce symbole. Maintenant, c'est aussi un symbole dans la peinture japonaise, ça a été un symbole dans plein d'œuvres encore aujourd'hui, dans des œuvres contemporaines qui vont s'inspirer, même si ça ne représente pas le Fuji, ça s'inspire. Bref, encore une fois, c'est central dans le Japon. C'est aussi, je le mets ici, un lieu sacré, il ne faut quand même pas oublier, que c'est le Fuji, il est célébré dans le shintoïsme. Vous avez évidemment plusieurs sanctuaires, des temples. Si vous êtes dans le coin, allez-y, vous pouvez le faire un aller-retour de Tokyo. Moi, je vous invite à rester, vous prendre un ryokan sur place 2 jours, 3 jours, 3 jours, ça va peut-être un peu tout mettre 2 jours, pour vraiment profiter des temples du coin. C'est vraiment unique, hein. C'est unique, vous en prenez plein les yeux, vous l'avez en tête. Moi, j'y suis allé sur le Fuji il y a 20 ans, j'y suis pas retourné là, dernièrement. C'est un peu la tour Eiffel, quoi. C'est un peu le truc, vous le connaissez, et puis après, c'est un peu con parce que... Après, quand vous prenez les Shinkansen,
Vous le voyez, mais ce que je veux dire, c'est vraiment de s'arrêter, de le regarder, c'est ouf. Oui, en plus, c'est ça, t'as tout à fait raison. Donc l'été, et en plus quand c'est blindé de monde. Voilà. Je vous ai mis qu'il y avait quand même une légende. Peut-être un peu trop près du micro. Changer de micro. Vous avez une légende qui est assez intéressante si ça vous intéresse. Même si ça vous intéresse pour aller voir ce Monogatari, qui est le Taketori Monogatari, qui raconte notamment qu'il y a une déesse qui dépose un élixir de vie sur le sommet. Pourquoi je vous explique ça? Parce que ça aussi, c'est dans le fond, dans le pourquoi il y a eu autant de réussite autour du mont Fuji, et au-delà même de la représentation du mont lui-même, c'est tout ce que lui va représenter. Le mont Fuji, en fait, c'est aussi symbole de l'immortalité, notamment par rapport à cette histoire, premier point. Et il faut savoir aussi qu'en japonais, immortalité, c'est Fushi. Donc, Fushi, rapprochement, Fushi. Donc, il y a aussi, bon, sûrement les gens de rue, hein, qui fait le rapprochement entre le mot immortalité, le nom même du Fuji, il n'y a qu'un pas. Donc, forcément, la représentation même, et ça, c'est typique au Japon, ce qu'on va représenter, va aller beaucoup plus loin que juste vous voyez ce que vous avez sous les yeux. Évidemment, toute la symbolique qu'il y a derrière, c'est exactement par exemple comme les yokai. Donc, ça fait partie clairement du succès du Fuji, de cette série. Immortalité, évidemment, c'est le rêve de beaucoup, pas tout le monde, mais de beaucoup. Donc, vous comprenez, vous voyez où je veux en venir. Parmi cette série, dans cette série des 36 vues, est-ce que c'est pas trop fort la musique? Vous me dites hein, si c'est trop fort. Dans la série des 36 vues, pour moi, il y en a 3 qu'il faut retenir. Après, c'est un avis. Beaucoup d'ailleurs ont le même avis. C'est parce que c'est vrai que c'est aussi les plus connus, mais il n'y a pas que ça. La première, je vous l'ai mis tout en bas parce que j'en fais juste une slide. Je vais pas refaire une vidéo dessus. Je vous invite à aller voir le replay. Toute la vidéo que j'avais fait sur la grande vague de Kanagawa, qui est évidemment l'estampe la plus connue du Japon, du monde entier de la galaxie, je pense. Sinon, Fuji, je vais vous les montrer pur et dur. Il y en a 2, le vent frais par matin clair et l'orage sous le sommet. C'est beau, on dirait des titres de haïku. C'est beau, hein. Donc là, on est vraiment sur 3 estampes. Toutes valent le coup. Je vous invite à aller les regarder. Je vous ai pas fait des slides 36 slides, vous inquiétez pas, mais allez regarder chacune de ces estampes. Elles sont sur Wikipédia, par exemple, en très bonne qualité. Vous en avez au Met, vous en avez Guimet, je crois qu'il avait fait un sujet dessus. Vous retrouvez de toute façon, vous mettez 36 vues. Le plus simple, c'est Wikipédia. Il vous liste les 36 vues. C'est vraiment emblématique que vous les avez. Ça permet de vous donner une idée. Si vous voulez par exemple trouver une reproduction plus tardive ou une reproduction carrément en mode impression et que vous hésitez, vous voulez faire un cadeau sympa, vous voulez un poster ou je ne sais quoi, allez choisir les 36 vues parce que il n'y a pas que les 3 que je vous présente ici. Je veux le dire parce que on peut se faire plaisir hein, avec un poster. Ça n'a pas du tout le charme des estampes, on est d'accord. Mais voilà, je le dis quand même. Donc une des plus belles et une des les plus sobres, c'est bien sûr celle-là, Vent frais par matin clair, qui est donc là, je vous ai mis son petit nom. Petite précision sur le format. Ce format-là, vous avez plusieurs formats. Le tate qui est vertical. Vous avez là un format qui s'appelle Oban Yoko-e. Yoko-e, c'est que c'est en mode paysage. Voilà, le deuxième info technique du soir. Yoko-e. Donc celle-ci, c'est une des plus connues, d'une des plus belles de cette série. Après, attention, chacun a son point de vue. Sujet. Moi, en tout cas, je trouve que c'est une des plus belles. Pourquoi? À mon avis, évidemment, il y a un jeu de profondeur qui est plus discret, mais qui est palpable quand on commence à vraiment regarder, notamment au niveau des arbres qui sont là. Si vous regardez la manière dont il a posé ces arbres, il y a eu un mouvement de profondeur naturelle. Voilà, il a fallu quand même y penser. Vous avez le dégradé, vous avez, moi, une touche que j'adore, très rare sur les estampes. C'est, je sais pas si, oui, si vous le voyez, le bois. Vous voyez le bois sur le papier. Ah, celle-ci, sans rien y connaître, m'obnubilé. Ouais, c'est ouf, hein. C'est que quand on commence à regarder,
on se dit ah ouais, et sans même parler de technique, sans même comprendre, même des enfants on leur montre, ou ils vont rester quand même focus sur le truc. Je rappelle qu'en technique, je pense que vous le connaissez, mais je rappelle toujours que l'estampe, on est sur des planches de bois gravées, chaque planche de bois c'est pour une couleur, faut imaginer, ou plutôt un motif. Donc il faut imaginer que vous avez, quand je vois, pour chacune, pour le Fuji, pour les arbres, pour les nuages. Passe d'inhumé dans la province de Kain. Mais oui, aussi. C'est, voilà, il y en a, je trouve que toutes méritent vraiment le temps de s'arrêter. Je vous invite franchement fortement à regarder Wikipédia. D'ailleurs, j'ai utilisé le format parce qu'elles sont en HD sur Wikipédia. Si vous, alors évidemment, c'est pas comme si vous étiez au musée à les regarder, mais si vous voulez vraiment regarder les 36 vues du Mont Fuji, allez-y. C'est pas toujours le cas d'ailleurs. Wikipédia n'est pas toujours bien fourni sur les estampes. C'est pas forcément de bonne qualité, mais bon, celle-ci, vous les trouvez. Donc voilà, celle-ci est magnifique. Vent frais par Minta Clair, qui a existé pour Vente Info. Si vous la voyez passer en brocante ou je ne sais où, vous avez des variantes qui sont certes moins sexy, mais c'est la même. Vous la reconnaissez notamment avec les arbres. Vous voyez que le décalé, on est vraiment sur la même. Une qui va être plus marquée, plus dans le bleu, plus marquée avec la neige. L'autre qui est plutôt... Alors, on l'appelle la Pink Fuji version, mais il y a certaines tirent plus vers l'orange, enfin le jaune, voilà, le jaune un peu passé, mais en fait ce qui n'est pas du tout le cas, hein, le tirage a été vraiment comme ça, et une qui est un petit peu plus rosée, c'est Pink Fuji, et vous avez Clear Sky, la version clear, qui est celle-ci. Dans les deux cas, on est sur la même estampe, le même travail, vous voyez, mais simplement le rendu n'est pas du tout le même, évidemment la must, c'est celle-ci. Donc moi je trouve que c'est vraiment une des plus belles, et qui donne... Pour moi, c'est celle aussi qui représente le mieux le Fuji. Voilà, cette estampe est incroyable. La deuxième sur laquelle j'ai envie de m'arrêter, encore une fois, deux, mais 36, hein. Je vais vous le montrer après d'autres. L'orage sur le sommet, qui est aussi incroyable. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est aussi une estampe qui a vraiment beaucoup de caractère, qui est même très moderne dans son traitement. Très moderne. Ah ouais, cool, c'est marrant. J'ai fait... Je savais pas, hein. J'ai choisi les plus connus, les plus réputés, mais bon voilà, celle-ci aussi, elle est assez moderne, très moderne même dans son traitement. Je rappelle que le monsieur, hein, quand il les a faites, il avait quand même 70 ans. Notamment, vous voyez l'orage. On le voit, du moins on le ressent ici. Et ce côté très graphique, c'est vraiment ce qui ressort des estampes vraiment de l'après 19e, début 20e, où on est quelque chose de très graphique, beaucoup de caractère, beaucoup d'énergie. Et celle-là, bon ben voilà, vous avez le devant qui vous hérisse le poil, et derrière vous avez les nuages, vous sentez que derrière on est vraiment sur un temps orageux. Et aussi, ce qui est assez intéressant, et on met juste celle d'avant, vous voyez là le Fuji est plutôt calme. Le contour, il est calme. Il est montagneux, mais calme. Là, on est sur un Fuji qui est plus nerveux, quoi. Même série, même lieu représenté, mais un truc, une énergie complètement différente. Donc celui-ci, c'est l'orage sur le sommet. C'est aussi un format Yoko-e de ce format-là, et qui est aussi, je trouve, incroyable, avec des nuances de marron, qui est certes peut-être un peu moins accessible que l'autre, mais voilà, tout aussi incroyable. Vous avez aussi une variante qui existe. Quand vous la voyez comme ça, c'est pas une copie, hein, c'est une variante qui a été faite aussi dans les années 30, et qui est complètement différente que ce qu'on a là, hein. Mais c'est la même estampe, beaucoup plus marquée, c'est plus simple, comme si ça avait été l'orage avait été testé. Pourquoi là il a choisi de faire du vertical, de l'horizontal? Alors, ouais, cette variante est pas mal. Alors, pourquoi il l'a choisi? Bah ça c'est déjà un choix, je dirais, de composition, exactement comme une photo. Le concept, c'est de toute façon présenter comme la grande vague. L'enjeu, c'est de représenter cette grande courbe.
je reste pas. Hein, chacune de ces estampes, je pourrais en parler, vous la détailler, comme si on détaillait un tableau. Je l'avais fait comme rien que pour la vague. On peut rentrer dans le détail. Là, c'est vrai que je rentre pas dans le détail de ces vues, mais et tout, vous êtes sur un format qui est plutôt paysage, parce que ça permet de capter la courbe, qui prend le cadre comme si vous étiez sur ça pourrait être un quoi loin. Bon, s'il est quand même au téléobjectif, hein, pour le prendre comme ça. Mais on n'est pas sur un cadre. S'il aurait été vertical, il aurait été, à mon avis, beaucoup plus serré. Il a repris d'ailleurs, hein, sur d'autres formats, mais pas dans cette série. Là, il voulait tellement le mettre en présent. C'est-à-dire plutôt le format vertical. Je dirais que le Fuji, c'est quand il n'est pas accessoire, mais il participe à un paysage, il participe à une composition complète. Là, c'est vrai que le focus, il a voulu faire le focus sur le Fuji. Et en faisant focus sur le Fuji, de par la forme du Fuji qui est quand même écrasé, plutôt comme ça, je pense que le format paysage, il venait de lui-même. Et puis, au-delà de ça, en termes de composition, on voit qu'il a quand même serré le cadre. Il l'a pas pris à distance. Si vous êtes par exemple au Mont Fuji en face du lac, vous êtes quand même assez loin. Vous voyez plutôt le haut, vous le voyez physiquement, vous le voyez loin. Donc il faut monter, comme on voit d'ailleurs dans le trailer, à un moment il monte pour une face pour pouvoir le voir beaucoup plus de plus près. Et ce cadrage, il est aussi particulier pour ça, pour pouvoir faire ressentir le Fuji comme si on était monté pas trop loin. Donc voilà. Mais c'est intéressant puisque le cadrage, il n'a pas fait de test d'ailleurs. Il peut être le cas certaines estampes, certaines œuvres où il y a eu des tests entre le format vertical ou paysage. Mais en l'occurrence, sur les 36 vues, on n'est que sur du paysage. Pourquoi j'ai pas de musique? De la musique là? Non, j'ai plus de musique. Pas grave. On va mettre un truc. Oh non, oula, attendez. Je mets un truc plus cool. Hein. Voilà. Petits oiseaux, tranquille. Mais c'est vraiment une très belle série. Vraiment, je ne peux que vous inviter d'aller voir toute la série, tellement c'est vrai. Alors, juste petite précision sur l'histoire des légendes. Si ça vous intéresse, sachez qu'on a une autre légende qui est de temps en temps représentée, pas tout le temps, mais qui est de temps en temps représentée et qui est un peu inspirée de cette série. C'est notamment l'histoire de Konohana no Sakuya, qui est en fait une déesse Shinto, la déesse de la fleur, de la vie et notamment de la floraison des cerisiers. Et d'ailleurs fêtée quand c'est la floraison des cerisiers. Pourquoi? Puisque cette déesse a choisi d'habiter, de vivre dans le mont Fuji. Donc pourquoi je vous en parle? C'est parce que ça fait aussi un élément, je dirais, supplémentaire dans le fait que cette série, elle touche le cœur des Japonais. J'ai parlé d'immortalité, évidemment du lieu physique, très proche de la nature, le rapport entre les hommes et la nature, les déesses, la déesse Konana qui habite dessus, très sympa la légende à dire d'ailleurs, qui a été représentée après, je vous ai mis là ici une représentation plus moderne, qui voilà, on a un plan du Fuji qui est présent, pas juste en mode décoratif, il est vraiment là, présent, c'est l'élément naturel, et on essaie de traduire une légende. Donc ça c'est une petite parenthèse, pour vous dire qu'il y a eu plein de choses finalement autour de ce Mont Fuji. Dans cette série des 36 vues du Mont Fuji, j'avance trop longtemps sur mes 2 vues là qui sont incroyables. Je resterai, hein, je pourrais en faire une demi-heure, hein, chacune des 2 vues. Donc là, je me retiens pour pas plus en parler. Évidemment, la grande vanne de Kanagawa. Je vais pas en parler plus ici. C'est plus pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo que j'avais pu faire, qui est disponible in replay sur YouTube. Vous avez donc le replay de sa fameuse vidéo sur la vague de Kanagawa, qui est très célèbre, qui est, je pense, l'estampe la plus célèbre, qui fait partie, on a tendance à l'oublier, de ces 36 vues du Mont Fuji. Cette estampe-là n'est pas une estampe faite indépendamment, donc pas du tout. C'est vraiment une estampe qui s'inclut dans cette série, qui est intéressant d'ailleurs, parce que on peut percevoir, quand on perçoit celle-ci, on peut avoir en tête les autres vues, et donc on peut avoir aussi une image un petit peu différente du Fuji, puisqu'on se le représente. Si, à titre d'exemple, si vous présentez cette estampe à quelqu'un qui n'a jamais vu les autres estampes du Fuji,
qui peut-être d'ailleurs ne connaît pas le Fuji. Je pense qu'on est plus pour les enfants. Et encore. La personne va plus percevoir la vague, va plus percevoir le dynamisme. Je vous invite vraiment à aller regarder le live que j'avais fait. C'est la vague menaçante sur les bateaux de pêcheurs, c'est emblématique de l'estampe à plusieurs niveaux. Vous avez derrière le Fuji. Ce qui veut dire que quelqu'un, un jeune qui ne connaît pas ou quelqu'un qui ne connaît pas du tout le mont Fuji, il va le voir plus, je dirais peut-être comme quelque chose d'accessoire. Si vous avez vu, vous savez que c'est inclus dans la série des vues du mont Fuji. Si vous avez vu les autres estampes où c'est le Fuji en plein pot, là votre regard, votre prisme de lecture de cette estampe, elle va être complètement différente. Votre regard, il va être capté sur le Fuji. Et c'est le Fuji, je crois que j'en avais parlé il me semble dans cette vidéo, dans cette estampe, c'est le Fuji qui est central. Et le reste, c'est l'emballage cadeau. Et c'est assez intéressant. Vous voyez cette double lecture par rapport à cette estampe qui est vraiment si particulière. Elle a deux niveaux de lecture. Et c'est ça qui est assez dingue dans celle-ci, qui est aussi un des mythes de l'estampe. Mythe dans le sens unique, quoi, hein, de l'estampe japonaise. J'en parle pas plus, si vraiment ça vous intéresse. Je crois que Keilana et Massilia, vous étiez là quand j'avais parlé de cette grande vague de Kanagawa. Allez sur YouTube, parce que je crois qu'elle est plus sur Twitch. Vous mettez Kanagawa Kogai-san, de toute façon vous la retrouvez, vous retrouverez le live. Et puis évidemment, si vous souhaitez que j'en reparle, avec grand plaisir. Je passe sur cette vague, sinon je vais passer longtemps. Je vais vous présenter d'autres estampes aussi de cette série, celles qui en tout cas moi je trouve qui sont aussi très intéressantes. Il faut juste pour recadrer que cette série, les 36 vues du mont Fuji, ça s'intègre dans le mouvement de l'ukiyo-e. Et l'ukiyo-e, pour ceux qui ne connaissent pas, on traduit par les images du monde flottant. Pourquoi c'est le monde flottant? Plusieurs explications. Plus simple, c'est de retenir, c'est que le but c'est de représenter un monde flottant, c'est plutôt un monde vivant, c'est des scènes de vie quotidienne, des paysages vivent, avec le soleil, la nature, les saisons, etc. Donc, le fameux genre Meisho-e, et on est vraiment sur cette branche-là de lieux, de nature. Je dirais que c'est une des branches de l'ukiyo-e, qui comprend après d'autres spécificités. Hein. Il y a certains artistes qui ont plus fait des focus, on en avait parlé par exemple sur les samouraïs, sur des portraits d'artistes, sur des objets, sur le mouvement ukiyo-e ne s'arrête pas simplement à la représentation de lieux. Dans le cas de la représentation de lieux de ce mouvement esthétique qui s'appelle ukiyo-e, les 36 vues du mont Fuji, c'est le truc ultime. Vous avez ici un musée, sachez que si vous allez au Japon, vous avez à Tokyo, vous avez un Sumida Okusai Museum, qui est un musée dédié uniquement à Okusai. Donc si vous kiffez Okusai, si vous absolument allez voir ce musée. Et vous voyez d'ailleurs, il était représenté. D'ailleurs, sa représentation en cire se rapproche plus de son autoportrait que lui-même avait dessiné, plutôt que le portrait que je vous ai montré tout à l'heure. Massina, quand on sait ça, on se rend compte que le décor n'est que le costume du personnage principal qui est Fuji-san. Tu vois? C'est dingue. Et ça, ce regard-là, on l'a... On l'a si on a un regard plutôt d'historien de l'art, d'analyse. Bon, je suis même pas sûr qu'un historien de l'art ne connaisse pas la série. Bref, qui va comprendre la composition, qui va comprendre que l'artiste l'a orienté pour l'histoire de la vague. On est un peu aussi sur les modes de lecture. Vous voyez, la vague, elle nous montre quoi? Elle nous montre le Fuji. Hein. Donc le regard, avec un regard d'historien de l'art, on comprend très facilement qu'il veut nous emmener là. Quand on est plus novice ou qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît pas le Fuji, il est clair que le premier truc, on s'arrête sur la vague. Voilà, c'est même le Lego qui avait été fait. Le Lego, c'est surtout la vague. Mais voilà, c'est pour ça qu'elle est très intéressante cette histoire. Vraiment, je trouve qu'à plusieurs niveaux, elle est super intéressante. Donc voilà, le Sumida Okusai Museum qu'il faudrait voir. Et aussi précision par rapport à cette série de 36 vues.
On dit souvent les 36 vues, les 36 vues du Mont Fuji. La série des 36 vues, on sait que c'est le Mont Fuji. Elles ont été, sachez qu'elles ont été quand même réalisées en plus grande partie en bleu. En grande partie bleu, c'est un mouvement qu'on appelle le Aizuri-e. C'est-à-dire que c'était en fait, si vous voulez, les premières séries, elles ont été faites comme ça. Pourquoi? C'est parce que la couleur, j'en avais parlé dans Kanagawa, c'est le pigment bleu qu'on appelle le bleu de Prusse. Donc j'en avais quand même bien parlé, c'est pour ça que j'en ai pas fait la déligne ici sur Kanagawa. Mais le bleu de Prusse, c'était quoi? C'était un pigment qui avait été introduit au Japon. Après, ça a été très compliqué d'en avoir. Et en fait, il y a un artiste qui a utilisé ce fameux pigment. C'est Hokusai. Et c'est justement, au-delà du fait qu'un artiste avec un grand A de l'estampe, il a eu vraiment sa cote de popularité a explosé clairement parce qu'il a utilisé ce fameux bleu. On était pile dans la tendance où ce bleu de Prusse était très très demandé. Je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs là-dessus, sur le bleu de Prusse, sur l'histoire de ce ce qu'on en sait de ce fameux bleu de Prusse, et des exemples d'estampes d'artistes qui auraient pu utiliser le bleu de Prusse. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais faire un focus sur ce fameux bleu de Prusse, je me dis que ça pourrait être pas mal. En tout cas, sachez que les premières estampes de cette série étaient full bleu. Aizuri, et c'était tout bleu, les contours, le dessin tout bleu, avec des dégradés de couleurs tout bleu. C'est aussi ça, l'estampes. L'estampes, les bois, je rappelle que l'ange de bois, ce sont les motifs qui sont gravés. Après, limite, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Donc, il faut imaginer qu'au début, c'était que du bleu. Et en fait, dans la petite histoire, c'est qu'une fois que la série a bien marché, c'est-à-dire en gros, l'éditeur Nishimura, là, ils ont lancé cette série d'estampes. Ils ont vu que ça mordait, que ça marchait bien. À partir de là, ils en ont fait une série en couleur. Faut savoir que les pigments, évidemment, ça avait un certain coût. C'est pas, vous n'alliez pas chez Auchan chercher votre peinture. Donc, c'est aussi ça, le pourquoi ils n'ont pas fait des tirages couleur tout de suite. Dans la série, bon, je sais pas si c'est une légende ou pas, ils voulaient en tirer une centaine à peu près, ils en ont tiré que 46. Ça, c'est sûr, ça a été validé, vérifié, confirmé via l'éditeur d'ailleurs, qu'il n'y a eu que 46 tirages de ces. Autant dire que les 36 tirages, vous en avez dans les musées, il y en a, il me semble, dans des collections, mais la série complète d'estampes d'époque, je sais même pas si un jour ça serait vendu sur le marché. Donc c'est quelque chose d'assez. C'est un peu la Joconde de l'estampe. La partie couleur, quand vous voyez les tirages en couleur, un autre terme technique, c'est Nishiki-e. Mais gardez juste en tête que les premières séries, donc je vous en ai mis ici un exemple de stamp en Aizuri-e où c'était totalement bleu. Donc, si vous en trouvez une, j'en sais rien, vous tombez là-dessus. Tiens, j'ai mes légendes qui ont absolument rien à voir. Sur une vue d'un Fuji en bleu, prenez. Pour avancer et pour terminer sur cette série des 36 vues, il faut aussi retenir que Hokusai, au-delà du fond, de ce qu'il a voulu représenter, de la manière dont il a voulu représenter, il a été un des moteurs de Sandy Bader d'un point de vue technique, dans la réalisation technique même de l'estampe et ce qu'il a pu apporter au mouvement de l'ukiyo-e et surtout après à l'estampe plus tardive. C'est quelqu'un qui, on peut le dire, qui a, via cette série, qui a révolutionné complètement l'ukiyo-e, le mouvement de l'estampe. Il y a plein d'autres artistes qui ont chacun leur style, qui, comme je disais, vont représenter des personnages, des acteurs, plein de choses. Bref, lui, Hokusai, de par la technique, ça a été un élément très clivant, en tout cas dans cette histoire de l'ukiyo-e. Premièrement, il y a la perspective. J'en avais parlé dans Kanagawa. J'en ai parlé tout à l'heure quand on parlait justement du format Fuji. Il faut retenir juste que, à la différence des autres, il est utilisé souvent des plans exactement comme la photo. Les angles bas, vous savez, des fois quand on fait un cadrage photo qui marche 9 fois sur 10,
c'est de cadrer un paysage, quelqu'un, vous le cadrez assez bas, plus bas que le point d'horizon par rapport à lui. Bon bah ça c'est un truc Hokusai a tout de suite utilisé dans son estampe. Donc, nous ça nous paraît normal, sauf qu'à l'époque c'était complètement novateur ce genre de cadrage. Vous avez évidemment les compositions qui utilisent des plans rapprochés, un cumul de plans. J'en avais parlé dans Kanagawa aussi. Et on l'a vu sur la première avec le Fuji, là, avec la trace de le bois. Vous avez le plan qui avance avec les petits sapins. Et derrière, vous avez les nuages. Donc vous êtes sur un cumul de plans. Là aussi, c'était très novateur. Et puis aussi des mouvements de lignes qui forcent à regarder au fond de l'estampe. Ça, on est vraiment sur un travail de perspective qui est propre à Hokusai. Après Hokusai, vous avez eu plein d'autres artistes qui ont utilisé cette notion de perspective. Et ça, c'est vraiment aussi très marquant. La palette de couleurs, là aussi, Hokusai qui a été le premier, on parlait du bleu, mais qui était vraiment le premier à mixer sur des estampes de nature, du marron, du rouge, d'ailleurs, mettre du rouge et du bleu. Représente aussi des pointes de jaune. Donc, le type, il a utilisé toute la palette de couleurs, et ça, c'est vraiment aussi très marquant. En tout cas, pour l'époque, ça a été Hokusai et cette série de Fuji, c'est pour ça que je disais, hein, c'est une œuvre qui est tardive dans son propre parcours à lui d'artiste. Ok, il aurait fait ça plus tôt, il n'y aurait pas eu, ça n'aurait pas été de la même, il n'aurait pas eu le même rendu, et surtout pas les mêmes couleurs, puisqu'avant ces estampes n'étaient pas toutes colorées comme ça. Les détails, Hokusai dans le détail de ses estampes, et particulièrement dans cette série, il faut regarder tout. Vous regardez les petits arbres, vous regardez le contour, vous regardez les nuages, tout est très détaillé en termes de dessin, mais aussi en termes de texture, en termes de couleur, en termes de dégradé de couleurs. Donc il y a un détail technique qui est dingue, on peut en parler à chaque fois dans les estampes, et aussi qui donne envie. Et quand je parle de texture, là aussi, il a été très très fort. Encore une fois, à son époque et avant lui, vous n'aviez pas d'artiste qui était capable de représenter la texture des nuages ou la texture de l'eau. Je rappelle encore une fois qu'on est sur une planche de bois gravée sur lesquelles vous faites un tampon. Hein. Et c'est ça qu'il faut s'y retenir, c'est que c'est quelqu'un qui a été très très fort, notamment dans cette série. C'est pour ça qu'avec une série, il n'a pas fait une estampe, il en a fait 36, qui a pu comme ça démontrer que voilà, c'était quand même le master. Et puis évidemment, ces 36 vues, pour moi, c'est cette influence technique. Elle a influencé tous les artistes, mais elle a aussi influencé tous les artistes qui voulaient représenter des scènes de vie quotidiennes, naturelles, pas que en estampe, aussi en peinture. C'est pour ça que il a été très marquant pour cette fin d'époque. Il a vécu encore 19 ans. 19 ans. Donc il a été populaire d'ailleurs. Ces estampes, elles ont très bien marché tout de suite. Et puis évidemment, après, ça a été le boom au Japon. Et en Occident, avec évidemment tout le mouvement du japonisme. C'est pour ça que je vous... Hokusai, c'est vraiment, je vous invite, si ça vous intéresse, de peut-être plonger dans les livres qui ont pu être faits. Il y a eu un très bon bouquin d'un Italien, je ne sais plus comment il s'appelait, ça commence par K, c'est A quelque chose, pour Hokusai. Vous avez plein d'ouvrages, où vraiment, voilà, si vous voulez découvrir l'artiste, évidemment le film, très intéressant, mais il y a eu plusieurs études qui ont été faites sur Hokusai, la manière, sur les techniques, la manière dont il gravait. C'est un artiste incroyable. Ce que je disais en intro, et je vais finir là-dessus, sur cette présentation des 36 vues de mon Fuji, sachez qu'il n'y a pas eu que 36 vues, puisque je disais tout à l'heure au tirage original, lui, alors il y a 36 vues qui ont été elles-mêmes tirées en 46 exemplaires, donc ok, d'origine, il y en a eu 46 fois 36 vues qui ont été faites. Après, il y a eu des retirages qui ont été faits, puisque je disais que l'éditeur Nishimura a conservé les bois. Donc vous avez des retirages plus tardifs qui ont été faits, qu'on retrouve, et qui vous permettent aussi d'acquérir beaucoup plus aujourd'hui, évidemment, à des coûts beaucoup plus faibles, des plus petits coûts. Coût faible, ça dit ça? Oui. Les estampes, puisque les originaux, ça part à des... Je crois... c'est parti à... Je me demande si c'est pas 50 ou 80 000
Non, mais, ouais, entre 50 et 100 000 euros, un truc comme ça. Bref, donc vous avez des retirages qui sont tout à fait de très très bonne facture de la fin 19e, où là on est sur allez, 500, 300, 500 euros, des choses comme ça. Bon, bref, vous pouvez en tout cas facilement retrouver des tirages de ces artistes du 19e entre 300 pour le moins cher, hein, allez, peut-être 1500. Vous voyez, c'est pas non plus de grande fortune pour des tirages qui sont des tirages 19e, mais qui sont des retirages. Je ferme la parenthèse sur cette histoire de tirage. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a aussi eu une 100 vues du Mont Fuji, et souvent ça perd les gens. C'est-à-dire qu'il y a les vues il y a les 36 vues du Mont Fuji qui sont les fameuses estampes, et les 100 vues, elles ont été diffusées, donc il l'a fait beaucoup plus tardivement. Enfin, je dis beaucoup plus tardivement, non, il l'a fait en 34, donc c'était 4 ans après, quoi. Et il l'a fait au format livre. Donc là aussi, c'est une différence par rapport aux 36 vues du Mont Fuji. Les 100 vues, vous voyez qu'il a continué. Je pense que de toute façon, le Fuji dans son œuvre, Hokusai, c'est vraiment le Fuji. C'est quelque chose qu'il a vraiment. C'est le gimmick, hein, le truc. Je ne veux pas dire qu'il l'a hanté, mais qu'il avait en tête, qu'il a eu en tête toute sa vie. Et à mon avis, c'est même un sujet qu'il a maturé, comme on dit, toute sa vie pour reproduire cette série et ces 36 vues. Et puis après coup, il pouvait pas s'arrêter là. Il a fait, puis vu la demande aussi, hein, faut pas se voiler la face, il en a fait donc des plus petites estampes qui sont donc au format livre. C'était assez classique à l'époque, hein, d'en faire des estampes comme ça en noir et blanc. Et qui a été d'ailleurs réédité en 1880. Pourquoi je vous dis ça? Puisque c'est justement ça qui a favorisé aussi la connaissance d'Hokusai en Occident, et notamment avec tout le mouvement du japonisme. Je ferai une vidéo particulière sur le japonisme, justement grâce à ces livres d'estampes. En Occident, début 19e, surtout début 20e, évidemment, on n'avait pas les estampes, on n'avait pas moyen de voir, sauf en allant au Japon, de voir ces fameuses estampes. Donc, les petits livres, c'était assez pratique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pas de questions? Je vous ai mis là 2-3 tirages de livres qui ont aussi beaucoup de charme, hein. On n'est pas en couleur, mais ça a beaucoup de charme. Pourquoi? Parce que dans ces 100 vues, il a rajouté de l'humain. Donc je trouve, et c'est assez marrant parce que alors que dans la série des 36 vues, il cherchait à attirer le regard du spectateur et donc que le spectateur soit de noix dans le Fuji, dans cette série des 100 vues, on est plutôt sur le spectateur qui regarde les spectateurs du Fuji, ou qui va regarder différentes scènes de légendes, d'histoires qui se passent avec le Fuji en fond. Voilà, par exemple celle-ci qui avec le coup de vent là, c'est incroyable. Pour moi c'est du manga, hein, là, il n'y a pas photo, on est sur du manga qui est incroyable. Donc c'est aussi sympa à voir, mais évidemment ça, avec notre regard d'occidentaux qui aimons les œuvres d'art, ça a moins de charme que les estampes. Voilà. Mais c'est sympa aussi, on peut pas dire le contraire. Je vous ai mis, pour terminer cette vidéo, 3 petites estampes de cette fameuse série des 36, que je vous invite à aller regarder plus en détail. Vous voyez que là, on est sur une autre vue. Je vous ai choisi 3 qui sont vraiment très différentes pour vous montrer que c'était pas que des vues du Mont Fuji plein pot comme on a vu dans les premières, où là on a vraiment des jeux d'arrière-plan. Idem comme pour la vague, notre regard il est attiré par le Fujisan qui est là-bas, mais malgré cela on a une vue devant, on a de la vie, on a des barques qui flottent, on a du mouvement et on a surtout les couleurs. Donc on a une composition en perspective de la couleur, on est là sur de la vie et on est surtout avec notre Fuji qui est derrière et qui est magnifique. Celle-ci aussi, personnellement, c'est une de mes préférées. Là aussi, Osre Stamp, avec un humain qui est en train de travailler là devant, son bois avec des couleurs qui sont aussi très différentes. Vous voyez, en termes de teinte, le dégradé de jaune, il est magnifique. Le dégradé de jaune, c'est unique. Il n'y a que Hokusai qui faisait ça. Autre point aussi qu'on retrouve dans Hokusai, c'est les branchages. Vous voyez, le fameux, on dirait même du Miyazaki, ou c'est plutôt Miyazaki
qui s'est évidemment nourri d'Okusai. Vous voyez les branchages là, par petites touches comme si elles étaient faites à l'éponge. C'est un truc de dingue hein, quand on sait que c'est une planche de bois avec de la peinture, avec du pigment. Je trouve ça dingue. À chaque fois que je vois les estampes, je suis assez dingue. Je suis venu, hein, ça m'a mis du temps hein, de venir aux estampes. Je viens plus aux estampes pour le côté technique et les effets de profondeur, les choses comme ça. Comme je fais de la photo, c'est ça qui me plaît. Mais c'est vrai que quand on commence à regarder le détail des estampes, moi je suis à chaque fois épaté par le détail, le travail de finesse de toutes ces estampes. Là aussi, voilà, un peu comme la série des 100 vues, où on regarde, le spectateur regarde certes le Fuji là-bas, on est comme eux, on regarde le Fuji, on est même derrière eux, on regarde, mais aussi on les regarde regarder. Et je trouve que cette série, c'est assez dingue. Ce genre de composition, là, c'est aussi complètement novateur pour l'époque. Ça n'était pas fait. Et notre ami Okusai, ben voilà, il a représenté exactement comme si c'était une photographie. Okusai, pour moi, c'est le photographe de la fin 19e. Hein. Le photographe de l'estampes fin 19e. C'est celle-ci aussi incroyable, avec le bois qu'on peut voir, les couleurs, le dégradé dans les verts, le dégradé dans les bleus, des jeux de profondeur. Vous avez du détail, je parlais du détail partout. Vous le voyez ici, le détail. Vous en voyez sur les tissus, vous en voyez... Ouais. Gamin, et cette estampe, elle est incroyable. C'est pour ça que je voulais finir sur celle-ci. Voilà, sur cette très belle estampe de notre ami Okusai. J'espère que ça vous a plu. Remarquez que j'ai tenu dans l'heure. Voilà, je voulais juste le dire. J'ai tenu dans l'heure. Je tiens toujours à tenir dans l'heure. Certains sujets en dépassent parce qu'on discute et... Mais voilà, c'est aussi important de tenir dans l'heure parce que moi-même, hein, quand j'étais plus petit, les conférences, quand ma mère me disait oh, pour moi, une conférence, c'était 4 heures, quoi. 4 heures de conférence. Tu vois, très bien. 1 heure, je trouve que c'est bien. De toute façon, je pense que c'est... Bon, des œuvres comme ça, c'est aussi comme je fais le... Je vais peut-être revenir sur la dernière estampe, sur celle-ci. Quand je montre des sujets comme ça, c'est aussi vous donner envie d'aller découvrir, parce que aussi, décidément j'ai une playlist un peu bizarre. C'est vous donner envie d'aller visiter le musée, aller voir ce musée hein, d'Okusai Sumida qui est incroyable, mais aussi aller voir, excusez-moi je suis en train de zapper la musique, mais aussi aller voir évidemment les 36 vues du Mont Fuji. Si vous voulez prendre plaisir, regardez sur Wikipédia, comme je disais, hein, les photos, parce que pour une fois, elles sont vraiment très bien. Vous pouvez les mettre en plein écran si vous voulez vraiment regarder chacune d'entre elles. Et voilà, chacune vaut le coup de s'arrêter. Voilà. Après, ça, on en a certaines qui, avec le regard de chacun, sortent plus du lot. Mais c'est notre regard à nous, aujourd'hui, 2023. À l'époque... voilà, je pense que le public aimait peut-être plus se voir, comme c'était une nouveauté. Voilà. Je peux pas le savoir. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Cette série sur les vues du Mont Fuji. J'espère que j'ai pas trop mangé mon micro parce que je vous avoue que je suis un peu près de mon micro. Mais a priori, j'ai pas eu de remarques, donc c'est que c'était bon. En tout cas, si vous avez des questions d'un point de vue composition, si dans les vues du Mont Fuji ou autre œuvre d'Okusai, vous souhaitez que je fasse une vidéo dessus, avec grand plaisir pour en parler, de faire l'étude d'une œuvre, comme j'avais pu faire sur Kanagawa, même si encore une fois, étude, j'ai pour objectif, et c'est ce que j'aime faire, d'être le plus pédagogue possible, d'essayer d'expliquer au mieux les choses. Donc, si vous voulez que je parle d'une œuvre en détail, vous expliquer les compositions, les perspectives, comme sur celle-ci, hein, on peut vraiment en parler un moment. Vous me le dites dans les commentaires, vous me le dites en DM sur toutes les plateformes de la Terre, X, Blue Sky, TikTok, Instagram, avec grand plaisir en tout cas pour traiter ce genre de sujet. N'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas à poser des questions. Plus de vues, bah oui, plus de vues. Un jour peut-être, un jour.
parlez-en autour de vous. Hein. Merci d'avance pour la prescription autour de vous. Oui, bon, après, voilà, c'est vrai que ces vidéos, on est sur Twitch volontairement. Hein, je les ai faites sur Twitch parce que, bon, évidemment, je fais du jeu à côté. Et je vais enquiller, évidemment, un peu sur du Diablo ou du Genshin. On va voir. Mais Diablo le soir, je crois que c'est bien. Mais effectivement, plus on aura de monde, plus il y aura de questions, plus il y aura de sujets, et plus j'en ferai. Donc avec grand plaisir en tout cas. Moi en tout cas je le fais par plaisir. Moi ça me fait plaisir de vous revoir. Voilà, j'ai un fan club donc c'est cool. Et écoutez, c'est le principal, il faut se faire plaisir. Je termine juste pour vous montrer le planning donc, des lives à venir. Vous avez vu mon beau fond d'écran Genshin. On met juste le planning pour terminer là-dessus. Planning, mais qui n'est pas planning gaming. Si j'arrive à retrouver mon planning, ça serait pas mal. Tac. Si je mets en plein écran, ça va pas le faire. Boum. The planning. The planning de la semaine. On est aujourd'hui mardi. Mardi culture. Je vais le mettre en pause. Mardi culture. Demain mercredi. Je fais le petit point sortie midi. On a surtout vu beaucoup trop d'icônes. De quoi? Ou ah, mes icônes. Ah, c'est bon. Hein. Et encore, il y a eu pire. Il y a eu pire. Maintenant, je prends le pli de bien fitter mon bureau. Mais il y a eu pire. Bah, ça demande des photos, hein. Toutes ces slides, hein. Eh oui, ça demande des photos. Qu'est-ce que je veux dire? Bah, bravo, tu m'as coupé. Demain, je reprends cette histoire de petit point sorti le midi. Je le fais midi parce que mercredi, évidemment, c'est la journée des enfants. Mais pas que, c'est surtout pour prévoir aussi les trucs que vous pouviez éventuellement découvrir le week-end en termes d'exposition. Donc ça, je ferai ça demain. Petit point express, une demi-heure. Et c'est mercredi midi. Demain soir, je vous présente un objet. C'est une Tsuba. Je vous avais déjà présenté une Tsuba, une garde sabre. De passer les points sortis le week-end. Bah écoute, je voulais effectivement... le faire le samedi matin, sauf que le samedi matin, mon planning est un peu compliqué, et puis c'est un peu cool quand même, avec les enfants, ah bon, hein. Mais pourquoi pas? C'est-à-dire que le samedi, par contre, je me suis plutôt mis la Tsuba, ouais, je vais refaire demain une autre Tsuba. Pour l'histoire des sorties, par contre sur TikTok, je me suis dit effectivement peut-être de poster, bon j'ai ce point le mercredi, mais sur TikTok, vu qu'on n'est pas du tout sur le même public, de le faire plutôt le samedi matin. Parce que c'est vrai que sur TikTok, comme ça passe quand même très vite, de parler des trucs à voir là, boum, vraiment version express. Après, je peux pas parler de la France entière, j'allais dire la Terre entière, la France entière en 2 minutes, mais au moins des trucs principaux ou des conventions. Ça se ferait plus le TikTok le samedi. Donc je vais rester pour le moment le mercredi parce que je trouve que c'est pas mal le temps que chacun aussi voit. Bon, c'est qu'entre tous ceux qui bossent le midi, c'est pas forcément le plus facile, mais bon, avec les replays, voilà. Jeudi, ça c'est un petit point matcha, moi qui me fait plaisir, ne serait-ce que pour moi, parce que ça me permet de me tenir au courant de ce qui se passe là-bas quand j'y suis pas. C'est le petit point express aussi sur les expos au Japon et en Corée. Petit point sympa de 30 minutes. En fonction des actus, des fois je le fais pas, je fais vraiment en fonction des actus. Jeudi, 21h, le fameux Tanuki. Prévu, c'était ma question de tout à l'heure. Donc c'est le focus sur le Tanuki. Et vendredi, changement de programme là pour le coup, le vendredi, pour ceux qui avaient suivi. Je vais stopper les lives plutôt en soirée, sauf gaming. Hein. Gaming, je le mets pas sur le planning. Hein. Because je pense qu'il y a moins d'audience, les gens ils sont en mode apéro, en mode week-end, voilà. Donc je transforme le truc en mode sélection graphique. Je vais voir parce que j'avais fait la photographie vendredi dernier. Je ferai là un petit Insta Select, une petite sélection que j'appelle Insta Select d'artistes japonais, pas typographes, on est vraiment artiste à suivre. Donc je vous fais ça le vendredi midi, pause déj, comme ça, petit tour des artistes sympas à suivre sur Insta. Voilà. J'espère que ça vous plaît comme programme. J'essaie de faire du programme touffu, mais ça va.
et puis surtout parler de plusieurs sujets pour que ça intéresse un peu tout le monde. Et voilà. En tout cas, j'espère que l'horaire déjà 21h, ça vous plaît mieux. 21h, 22h pour ces confs, ces sujets là du mardi, du mercredi, du jeudi. Ça vous plaît. Et puis voilà. Vous allez peut-être me dire que ça fait trop. Mais vous avez tout le programme. Pour ceux qui arrivent sur ce live en cours de route sur les vues du Mont Fuji, qui était le sujet du jour, là que je termine, je vous laisse le replay en accès sur Twitch, le replay en accès sur YouTube. Je vais voir si j'en fais une version express sur mon TikTok, 1 minute. C'est un peu compliqué de réduire en 1 minute de parler des 36 vues du Mont Fuji, mais je pense que je vais essayer de faire un truc en mode teasing. Mais je vous invite à voir le replay si vous avez des questions. Encore une fois, n'hésitez pas. Rendez-vous demain pour une présentation d'un objet. C'est ce que je fais. Ce sera une Tsuba. Tsuba, qu'est-ce que c'est? Ce sont les gardes de sabre. J'en avais déjà présenté une. Je vous en représente une autre demain, totalement différente. Et puis pour le reste, ça suit jeudi, vendredi. Est-ce que ça vous va comme planning? Si vous avez des idées de sujets, vous balancez. Hein. C'est bien pour ça. Hein. Et puis le soir, après 22h, c'est gaming, mais aussi en journée. Puisque mon objectif en gaming, c'est le soir. On est sur du Diablo. Et j'ai envie, pour ceux qui ont suivi, de reprendre Genshin. On va dire même prendre Genshin. Fort bien comme planning. Et ben écoute, comme plein d'âge, et ben écoute, top. Si ça te plaît, si ça vous plaît. N'hésitez pas à en parler, hein, partagez. Allez-y, partagez. Je serai généreux en live après. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vais stopper ce live là parce que j'ai soif. Et je passe en mode Diablo si ça vous intéresse. Ah ouais, si ça vous intéresse de regarder, je vais soit Diablo, soit Genshin. C'est avec Diablo, je vais être un peu... J'hésite. Hein, donc on va voir le temps que j'ai fait. Merci, bah de rien, vraiment merci Massilia, merci Kailana, merci à tous ceux qui sont tombés sur ce live, qui sont peut-être partis, qui sont revenus, qui sont partis. Merci pour le soutien. Et puis écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Donc on se donne rendez-vous gaming tout à l'heure là. Tsuba demain 21h. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne nuit. Et puis bah voilà. Hein. Oyasumi Nasai. Hein. Bonne nuit, comme on dit. Ciao.